La France dans tous ses états, les perles du jour. La légitime défense est-elle d'extrême droite, Perico ? Oui, Maud, l'Assemblée examine ce jeudi une proposition de loi des Républicains qui vise à reconnaître une présomption de légitime défense des policiers et gendarmes mis en cause pour l'usage de leurs armes. On sait qu'il y a l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure qui autorise les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes lorsque l'on considère que la légitime défense est avérée. Mais l'on sait aussi que chaque fois que ça s'est produit, l'inspection générale des services intervient. Souvent, les familles de la victime disent que c'est pas vrai, que la personne a été assassinée, et du coup, il y a un énorme malaise chez les policiers. On le sait, hein. C'est un sujet sur lequel on débat beaucoup aujourd'hui dans les médias et dans l'opinion publique. Est-ce que les policiers disposent vraiment des moyens qui leur sont nécessaires pour exercer l'ordre? Est-ce que les forces de l'ordre sont craintes parce qu'elles sont respectées parce qu'elles sont craintes? Tout le problème est là. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de policiers qui vous disent, mais moi, avant de faire l'usage de mon arme, je fais très attention parce que c'est souvent moi qui vais me retrouver en tôle. Bon, il y a eu la tragédie de Nanterre avec le petit Naël et l'affaire est en jugement. Le policier, évidemment, a été mis en examen. Toutefois, il faut qu'à un moment donné, les gens qui veulent contraindre la loi, qui veulent s'opposer aux forces de l'ordre et qui sont menaçants, sachent qu'en face, ils auront des gens qui sont à la fois déterminés, maîtres de leurs moyens, et en même temps assurés de la protection de l'État et de la République quand ils exercent leurs responsabilités, et pas tout de suite vérifier est-ce que c'est pas vous qui finalement êtes les coupables. Donc on dit toujours que la peur change de camp. Si cette disposition législative peut permettre à la peur de changer de camp et à nos policiers, à nos gendarmes d'exercer leurs devoirs de façon sérieuse et plus sereine, plus efficace surtout, parce qu'ils ont besoin de soutien, eh bien on pourra que s'en réjouir. Des salariés d'Orange contraints de porter des gilets pare-balles, c'est possible, ça se passe en France. Et Perico, on a un son, si vous le souhaitez, d'une employée du commerce qui est contrainte de porter un gilet pare-balles. Cette semaine, nous n'avons plus aucun salarié d'Orange sur le site. On est accompagné par des personnels de sécurité. Donc c'est eux qu'on met en protection maximale aujourd'hui. L'inspection du travail a demandé que leur petite cahute d'enclos sortie soit équipée de vitres blindées. Pas de circulation de personnes à moins de 10 mètres des fenêtres parce qu'il y a eu des tirs qui ont traversé les salles entières. Donc, c'est quand même un symptôme colossal, alors que ça devient un fait divers. On en parle presque avec une pointe d'humour. Ouais, ils sont obligés de se mettre un gilet pare-balles à Orange, c'est-à-dire dans les services du téléphone français. Mais il n'y a pas que. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des endroits où il est dangereux de s'aventurer la nuit, le jour, qu'il y a des commerces où les gens portent un uniforme. Ils sont considérés comme des représentants de la répression. Et aujourd'hui, on n'hésite pas en France à utiliser des armes pour manifester sa colère, sa haine, son mécontentement. On tire, il y a des morts, il y a des gens qui sont tués. On parlera tout à l'heure de cette maman à Nice. Et là, ce sont des salariés d'Orange qui sont obligés. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte le symbole? On dit toujours les gens qui arrivent de Gare du Nord à Paris, qui arrivent de Belgique ou de Grande-Bretagne, des hommes d'affaires qui voient le paysage qu'ils ont sous leurs yeux. Mais c'est ça la France. Et la France, c'est un pays où les salariés d'Orange doivent maintenant mettre des gilets pare-balles pour faire leur travail, où les pompiers n'osent plus aller dans certains endroits, où le préposé de la poste lui-même fait gaffe. Alors, ne parlons même pas des policiers. C'est ça la République? C'est ça la République? Bon, j'espère que ce genre d'anecdote absolument scandaleuse attirera l'attention de nos législateurs et de nos dirigeants pour qu'on inverse un peu la tendance. C'est pas aux salariés d'Orange à se mettre des gilets pare-balles, c'est plutôt aux salauds à se protéger de la police quand ils auront fait des choses très graves. Une histoire une histoire folle, qu'est-ce que je raconte? Digne du bureau des légendes, les services secrets algériens auraient investi notre ministère des Finances. Oui, alors c'est le rôle, Maud Koffler, de tous les services secrets, même entre pays amis. On se met sur écoute entre présidents, entre chefs d'État. Là, c'est une affaire qui remonte au mois de mars dernier. C'est un fonctionnaire, un ingénieur du ministère des Finances qui aurait eu des liens avec un représentant du consulat général d'Algérie à Créteil dans le Val-de-Marne. Et puis, ça s'est fini en mise en examen. On parle sous toute réserve, ce n'est qu'une mise en examen. L'affaire semble assez avancée. Au moment où les relations entre l'Algérie et la France sont extrêmement tendues,
On se rappelle de la captivité de Boualem Sansal, et puis nous avons encore un journaliste qui est en prison. Donc je suppose que le pouvoir marche sur des œufs. N'empêche que le gouvernement algérien, si ces faits sont avérés, s'est renseigné sur la situation de certains ressortissants algériens, d'opposants du régime, et il aurait voulu avoir des informations à travers cet ingénieur qui... Alors, est-ce qu'il a agi par pure complicité ou sous la menace plus grave, peut-être menace de mort? Voilà, l'affaire, la justice le dira, l'affaire est en cours. Enfin, c'est un fait divers qui méritait d'être signalé et dont on va savoir plus dans quelques temps. Évidemment, les médias sont très très prudents sur cette question, et on le reste aussi. Coup de théâtre au Sénat, ma chère Maud. Les parlementaires, on en parlait hier, les sénateurs ont rejeté hier soir la proposition de loi sur l'aide à mourir, par 19 voix. Oui, ça ne s'est joué qu'à 19 voix. 144 sur 123, les sénateurs ont rejeté le cœur du texte, à savoir l'article 4 de la proposition de loi sur l'aide à mourir, qui entérinait le principe d'une euthanasie et d'un suicide assisté. Mardi soir, ils avaient adopté l'article 1, intégrant une assistance médicale à mourir dans le Code de la santé publique. Alors, on peut s'y perdre parce que les noms ont tendance à se ressembler, mais ce qu'il faut retenir, ce sont les motifs des sénateurs. Pour la droite et le centre, cette loi qui figure parmi les promesses d'Emmanuel Macron représente une rupture anthropologique. Il était donc évident qu'ils ne la voteraient pas. Mais pour les sénateurs de gauche qui ont également voté contre, c'est la déception qu'il a emporté pour ne pas avoir réussi à restaurer le texte de l'Assemblée nationale qui ouvrait le suicide assisté et l'euthanasie aux patients en phase avancée de la maladie lorsqu'il ne leur reste que quelques mois à vivre. Reste à débattre de la proposition de loi relative à l'égal accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie, un texte sur lequel l'unanimité est possible. Mais concernant l'euthanasie, il faut rappeler qu'en mai dernier, le président avait indiqué qu'il serait prêt à recourir au référendum si le texte faisait face à un enlisement au Parlement. On y est quasiment, à suivre donc. Oui, le dossier n'est pas simple. Il y avait effectivement, alors est-ce que c'est un espoir ou une possibilité que les sénateurs adoptent? D'ailleurs, on était à la grande surprise. On en discutait avec Emmanuel Hirsch, qui était là. Bien sûr, finalement, le texte a été rejeté par le Sénat. On sait que ça sera l'Assemblée nationale qui, de toutes les manières, aura le dernier mot. On se fait pas beaucoup d'illusions. D'ailleurs, c'est un débat. On prend pas parti clairement, mais enfin la fin de vie, c'est un sujet très sensible. Et alors, si le président de la République qui rêve d'avoir son référendum, alors il y a des sujets sur lesquels il prend des risques. Là, il va dire avant de partir, est-ce que j'aurais fait comme ça? Il aura coché la case du référendum. Enfin, je pense que ce sujet mérite un peu plus de sérieux que des enjeux on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, et des acrobaties politiciennes. Quelle corruption? C'est la corruption totale. Non, regardez-moi, corruption! Ce n'est pas une surprise, c'est en prison, la corruption explose et l'administration pénitentiaire peine à l'endiguer. Oui, Maud, on sait que le salaire, que la rétribution du personnel pénitentiaire des gardiens de prison n'est pas énorme. Et puis, arrive ce qui arrive, ils côtoient des gens qui disposent de beaucoup de moyens, des malfrats, des escrocs, des repris de justice qui sont là avec de l'argent, et à un moment donné, la tentation est terrible de se laisser corrompre, de se faire corrompre, même chose. Est-ce que c'est sous la contrainte? Est-ce que c'est la tentation d'améliorer ses fins de mois, parce que ça peut être des sommes gigantesques? Donc, on négocie un portable, un avantage, un petit peu de poudre éventuellement. Voilà. Et il y a tout un trafic qui s'installe. Il y a eu des condamnations. Non, c'est très sérieux. Il y a eu des condamnations. La justice s'en est mêlée. Beaucoup de responsables et de gardiens de prison ont été impliqués. Évidemment, ce ne sont pas tous, et je suppose que ça doit scandaliser la majorité des gardiens de prison, personnel pénitentiaire qui sont honnêtes. C'est un sujet dont on pourra peut-être débattre en invitant un syndicaliste pénitentiaire. Enfin voilà, on en est. Comment ça se fait que ça puisse se faire? Comment ces malfrats peuvent-ils disposer de moyens financiers et comment ce réseau peut-il s'organiser pour faire autant de pression sur des gardiens de prison? C'est toute la question sur la présence de téléphones portables, le trafic d'abord de téléphones portables en fait. Ça part beaucoup de là. Bien sûr qu'il y a des solutions si les gens qui nous dirigent et nous gouvernent prennent enfin les résolutions nécessaires avec un peu de courage politique. Mais ça, on pourrait le dire toutes les 10 secondes à cette antenne qu'on manque de courage politique dans ce pays. Je suis Stéphane. J'ai été élevé par 2 mères et surtout je suis heureux. Oui, alors 2 mères AIRES pour un village
village, ça existe et ça fonctionne apparemment. Oui, c'est le village de Théier, en Loire-Atlantique. On pense que c'est la Bretagne pour certains. 1800 habitants. Arnaud Pajot et Jérôme Squelard se partagent le mandat municipal. Alors, légalement, il n'y a bien qu'un maire. Monsieur Squelard, alors le maire, c'est monsieur Pajot. Monsieur Squelard, c'est son premier adjoint. Mais pour autant, ils ont décidé, de façon consensuelle, de se partager le mandat de maire. Ça fait qu'il y en a toujours un disponible. Vous savez, aujourd'hui, le maire, c'est l'élu le plus proche, l'élu du territoire le plus proche des citoyens qu'on rencontre. Et ben là, il y a 2 maires à Théier, donc il y en a toujours un disponible. Ça se passe très bien. L'Empire romain fut dirigé souvent par 3 consuls. Ça se finissait très mal, on s'assassinait l'un l'autre. Et là, les 2 maires sont en bonne. C'est plus que de la cohabitation, c'est de la complicité, c'est du consensus. Et cette municipalité de Loire-Atlantique est merveilleusement administrée par ce binôme efficace et solidaire. Ma chère Maude, nous parlions tout à l'heure du drame de Nice. Une mère a été tuée dans sa voiture devant son bébé, mais c'est épouvantable. Oui, ça s'est passé hier soir à Nice. Une jeune femme de 23 ans à bord de son véhicule avec son bébé de moins d'1 mois a été tuée par balle par un homme qui circulait en scooter. La maman n'a pas survécu. Un témoin raconte qu'au moment de la fusillade, elle se serait même penchée sur son enfant pour le protéger. Et c'est sans doute ce qui l'a sauvé des 10 coups de feu tirés. Pour le moment, les motifs de cet homicide ne sont pas connus. Le propriétaire du scooter a été interpellé. Il a indiqué avoir prêté son engin au beau-père de la défunte qui reste activement recherché. On penserait à des scènes de films de science-fiction ou de cinéma fantastique qu'on voit plutôt à la télévision dans des pays comme l'Amérique au temps des gangsters. Et c'est à Nice, au bord de la baie des Anges, on pense à ce petit dont la maman est morte. Et on se plaint qu'en France, on puisse aujourd'hui, que nous ayons à vous raconter des faits divers aussi tragiques que cela.